Quand on m'a demandé de préparer cette conférence, j'ai commencé à griffonner sur un brouillon tout ce qui me passait par la tête. Et il m'est passé beaucoup de choses plein la tête. Et j'ai voulu essayer de résumer ça sur quelque chose de linéaire, dans un format un petit peu plus connu. J'ai commencé à préparer des slides et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont se faire chier. Donc je dis, on va partir de ça parce que je me dis finalement, une pensée en arborescence chez quelqu'un de haut potentiel, ça ressemble un petit peu à ça. Alors, ça va être un petit peu confus pour vous peut-être parce que l'écriture est petite et le format était petit et donc j'ai essayé de laisser juste l'essentiel. Mais je vais m'en servir comme trame, simplement comme support. Parce que l'idée, c'est pas de vous faire un cours théorique, l'idée, c'est pas de vous expliquer ce que vous avez déjà lu dans les bouquins et relu dans les bouquins et relu dans les bouquins que mes consoeurs, c'est drôle d'ailleurs, il n'y a pas de confrères quand je écris sur le sujet, que mes consoeurs ont pu écrire. L'idée, c'est de vous raconter une histoire, de vous raconter c'est quoi être au potentiel, c'est quoi se découvrir au potentiel, et surtout quelles implications ça peut avoir dans mon quotidien. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est une grille de lecture qui vient se poser à un instant T d'une vie. Ce n'est pas une grille de lecture qui tombe de nulle part, c'est une grille de lecture qu'on est allé chercher. On a pris rendez-vous chez un psy, on s'est posé des questions, on a lu des bouquins, on a regardé des vidéos sur YouTube, et puis on s'est reconnus un petit peu, pas beaucoup. Ou alors, certaines personnes nous ont dit, tiens, tu peux faire partie de cette catégorie de personnes-là. N'importe quoi. Si j'étais intelligent, je le saurais, on me l'aurait déjà dit avant. Tout ce qu'on m'a dit jusque-là, c'est, tu n'es pas capable, ou tu pourrais mieux faire, ou tu ne fais pas attention, ou peut-être d'autres choses. Peut-être que, ouais, il y avait du potentiel, mais ce n'était pas exploité. Donc voilà un peu le genre de questions qui amène à aller interroger cette question-là chez le psy. Souvent, c'est un ami, un collègue, une connaissance qui parle de sa haute potentialité, puis ça résonne un petit peu. Je dis, tiens, et pourquoi pas moi et si c'était ça, ce malaise profond que je ressens depuis toujours, si c'était ça, ce sentiment de décalage avec les autres, si c'était ça, cette particularité que j'ai, si c'était ça, le fait que mon enfant à l'école soit toujours au fond de cours et ait du mal à avoir des petits camarades. Donc on va se poser ces questions-là. Alors, la première question à laquelle j'avais envie de répondre, mais c'est la question à laquelle toutes mes consoeurs ont déjà répondu, c'est quoi être surdoué? Allez, je vous la refais vite fait. Être surdoué, c'est une manière autre d'être intelligent, c'est une manière autre de raisonner le monde. C'est sur les critères diagnostiques que nous autres cliniciens utilisons, très très diagnostiques, hein, c'est avoir 130 et plus de QI et puis avoir une homogénéité dans les résultats qui sont présentés à ces tests-là. Alors ça, c'est pour la partie technique. Après, être surdoué, c'est surtout avoir une perception, et on va beaucoup parler de raisonnement perceptif, c'est avoir une perception autre de son environnement. À l'origine des tests de QI, on a beaucoup parlé de précocité, parce qu'à l'origine des tests de QI, 1905, échelle Binet et Simon, on ramenait les résultats à ces tests-là à un âge mental théorique. C'est pour ça que la notion de précocité est prépondérante et reste encore ancrée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait absolument plus. Alors, je vais vous montrer une deuxième slide. Alors, pendant tout le temps que je vais parler, on va passer d'une slide à l'autre. L'idée, c'est pas de vous rendre dingue, c'est juste que je vais pouvoir me rattacher à ce document-là pour pouvoir vous expliquer des choses. Donc, certains d'entre vous le connaissent cette partie de document. C'est les différents indices que l'on va pouvoir mesurer quand on passe une échelle de Wechsler, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte. Alors, sur la première, nous les psys, on aime bien faire les trucs à l'envers en fait. Et utiliser des mots compliqués, ça nous donne un air un petit peu plus consistant. Donc sur la dernière, vraiment la dernière échelle que vous allez voir apparaître ce qu'on appelle le QIT. On a mis un T, c'est juste pour total, c'est le QI qu'on voit apparaître à ce niveau-là. Et puis on va mesurer 4 autres indices quand on mesure un QI. On mesure donc le premier, ICV. Je vous donne le lexique, comme ça vous l'aurez pour tout à l'heure, parce que comme je vais beaucoup... Voilà, vous aurez. Donc l'ICV, c'est une bêtise, toi. C'est l'indice de compréhension verbale. L'indice de compréhension verbale,
Langage, psychologie Marie-Claire, c'est l'intelligence acquise. C'est tout ce que je vais pouvoir former comme stock de connaissances, stocker en mémoire à long terme, pour pouvoir utiliser ces informations-là quand on me posera une question de culture générale par exemple, ou alors quand je serai dans une situation et où je vais devoir utiliser mes connaissances pour pouvoir interagir avec la situation. Voilà, ça c'est l'ICV. L'IRP, langage Marie-Claire toujours, j'aime bien Marie-Claire parce que c'est clair. Vous n'êtes pas obligé de rire. Donc, par rapport à l'IRP, on est sur du raisonnement perceptif. Et cet indice-là, bon, l'IMT, c'est la mémoire de travail, l'IVT, la vitesse de traitement, on en reviendra plus tard, mais l'IRP, cet indice-là, c'est nous autres psy qu'on va le plus regarder. Et on va y accorder beaucoup plus d'importance qu'à votre QIT, finalement. Parce que le raisonnement perceptif, tout est dans l'énoncé. Vous allez voir, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Raisonnement perceptif, c'est comment je perçois mon environnement et comment je raisonne avec cet environnement. C'est tout ce que mes sens me renvoient. C'est ce que j'entends, c'est ce que je sens. C'est quand je suis dans le métro, quelqu'un qui me frôle, donc même au niveau tactile, on va avoir des entrées, des informations qui vont rentrer. Et en fonction de ces informations-là, je vais pouvoir appliquer ce que je vais aller chercher en mémoire à long terme, donc ce qui est mesuré par l'indice de compréhension verbale, pour pouvoir interagir de manière adéquate avec ce raisonnement. Alors après, on n'est pas tous égaux par rapport à ce raisonnement perceptif. Il y a des personnes qui ont un raisonnement perceptif qui va être beaucoup plus haut, évalué beaucoup plus haut que d'autres personnes. Alors, par rapport à ça, on verra que ça va poser deux grandes questions. La première, en termes d'adaptabilité au monde. Plus j'ai un raisonnement perceptif qui va être important et plus je vais pouvoir m'adapter à mon environnement, j'ai plus d'informations. Donc le risque de me planter, il est moins important que quelqu'un qui a moins d'informations par rapport à ce raisonnement perceptif. Et puis, d'un autre côté, ça va aussi poser cette question qu'on entend souvent revenir chez les personnes au potentiel. Alors, il y a un terme que je n'ai pas le droit d'utiliser sur la place publique parce qu'il est protégé par son auteur, mais on parle d'un équidé avec un pyjama à rayures. Je ne l'ai pas cité. Mais donc dans cette particularité-là, donc chez ces personnes-là, il y a aussi cette question, souvent, qui revient de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, parce que, voilà, un raisonnement perceptif plus haut, seuil de sensibilité par rapport à l'environnement plus bas. C'est-à-dire que les personnes qui ont un raisonnement perceptif plus haut, qui reçoivent plus de signes de leur environnement, et c'est logique, ont ce seuil de sensibilité qui est plus bas. On laisse passer beaucoup plus d'informations. Alors, les implications par rapport à ça, je vais reprendre l'autre vignette, sinon je vais me paumer en cours de route. Alors, vous voyez, c'est très simple, comme ça. C'est très simple. Les implications qu'on va avoir, donc on a parlé, par exemple, donc de ce raisonnement perceptif. On parle d'hypersensibilité et d'adaptation. On va parler d'hypersensibilité, on va parler d'adaptation, on va parler d'hyperadaptation. Et c'est là où ma casquette de psychanalyste va prendre un petit peu le relais. On va parler de construction de faux self et de questions identitaires par rapport à ce raisonnement perceptif. Donc, être surdoué, c'est avoir une sensibilité hors norme. C'est quand on est dans les faits, quand on est au resto, c'est ne pas pouvoir se concentrer à 100% sur la conversation qu'on a avec la personne avec laquelle on est au resto, mais c'est être branché sur toutes les conversations qui sont autour de nous. C'est être là dans cette pièce et souffrir de la chaleur, parce que nos sens nous renvoient ça. C'est être dans une situation d'examen et avoir le voisin derrière soi qui fait tomber son stylo une fois, 2 fois, 3 fois, on se retourne, arrête, ça devient insupportable. Ça devient insupportable parce que ce bruit-là, pour un haut potentiel, il faut imaginer qu'il est multiplié dans sa réception par 10, par 100, en fonction de son raisonnement perceptif. Plus le raisonnement perceptif va être haut, et plus ça
ça va constituer une agression. Maintenant, on se remet dans un contexte. Prenons le métro, aujourd'hui. 19h. Châtelet. Allez, on a le combo gagnant. Qu'est-ce qui va se passer? Comme tout le monde, on est un petit peu énervé parce que la journée a été longue, il fait chaud. Il y a une proximité d'avec l'autre qui est aujourd'hui quelque peu collante. On va prendre tout ce qui va être olfactif aussi en considération. Les gens vont être agressifs, on va ressentir cette agressivité. Il faut savoir que au-delà des stimuli physiques, un haut potentiel va recevoir sur son émotivité, sur son affect, des renseignements, des informations auxquelles d'autres n'auront pas accès et qui peuvent rendre encore plus compliquée la relation à l'autre. Je vous explique, c'est tout simple et beaucoup d'entre vous le vivent au quotidien, donc je sais que ça va être très explicite pour beaucoup d'entre vous. Voilà, je suis là, je suis en train de vous parler et en même temps que je vous parle, j'essaye de vous transmettre des informations et en même temps que je vous parle, je regarde vos réactions. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le non-verbal. Non mais tout va bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. Relax. Ouais. Donc je regarde vos réactions, donc j'étudie dans le non-verbal ce que finalement je vous aimais va résonner ou non chez vous. Je vois des gens qui hochent la tête en disant ah ouais, ça ok. J'en vois d'autres qui disent ouais ok, ça c'est bon, je le sais déjà, il faut qu'elle avance quoi, parce que sinon on va y passer la nuit. Donc je vois aussi que vous avez tous chaud, hein. ça c'est évident. J'en suis désolée. Hein? Non? Ok. Donc, par rapport à ça, donc, dans le non-verbal, je vais capter des signes qui vont me renseigner sur la manière dont, au niveau de l'affect, vous allez vivre les choses. Quand je suis en consultation avec quelqu'un, il se passe beaucoup de choses dans le verbal. Forcément, je suis lacanienne, c'est là-dessus que je vais axer mon regard. Mais il y a aussi dans le non-verbal un certain nombre de choses qui vont être véhiculées. Plus je reçois ces signes-là, plus je vais développer ce qu'on va appeler des qualités empathiques. Ça veut dire que par rapport à l'autre, il y a une espèce de câblage aux émotions qui va pouvoir se faire et qui va pouvoir me faire entendre comment l'autre se situe sur ce matériel-là. Alors très souvent, ça, on ne l'explique pas. On se dit, ah tiens, je me suis sentie proche d'elle, j'ai senti qu'elle ressentait ça et je me suis adaptée à ce qu'elle ressentait pour rendre les choses plus confortables pour elle. Et c'est souvent donc en lien avec ce raisonnement perceptif. Donc le bon côté de la médaille de l'hypersensibilité, c'est justement l'empathie. Le mauvais côté de la médaille par rapport à cette hypersensibilité, c'est l'absorption de la souffrance de l'autre. Moi, j'ai de la chance, j'ai un cadre de travail qui me permet de prendre toute la souffrance, tous les questionnements des autres et de pouvoir le contenir parce que justement, c'est quelque chose qui est cadré. Après, les psys vont voir des psys, donc j'ai un psy qui reprend le surplus, et je vais essorer mon éponge émotionnelle chez lui. Il est très content d'ailleurs, et puis lui-même va essorer son éponge émotionnelle chez un autre, et c'est comme ça qu'on entretient le business, les psys. Mais il y a cette nécessité-là, vous voyez, quand les choses ne sont pas cadrées, il faut vraiment considérer les choses comme une éponge. On rêve tous d'avoir une belle éponge humide dans la main, là, ci je le sais. Mais vous voyez, cette éponge-là, à un moment donné, à force d'absorber, si on n'apprend pas et si on ne l'essore pas, c'est là que les problèmes en lien souvent à la suradaptation à l'autre, à cette surempathie qu'on peut avoir pour l'autre, vont venir poser des difficultés. Donc voilà, moi c'est mon job, très bien. Ça ne veut pas dire que je suis dépourvue d'empathie en dehors de ça. Mais comme cette empathie était très présente, trop présente, il y a nécessité de pouvoir parfois la canaliser pour pouvoir en faire quelque chose et surtout s'offrir un cadre qui permette de la laisser vivre et de pouvoir de temps en temps essorer l'éponge pour pouvoir vider de ça. Et souvent, les gens qui se plaignent de leur hypersensibilité, c'est les gens qui cumulent au quotidien des situations qui sont extrêmement anxiogènes parfois parce qu'elles ne savent
souvent plus faire la part des choses entre leur propre émotion et l'émotion des autres. Donc là, on va pouvoir toucher du doigt une deuxième implication par rapport à ça. Et c'est l'implication qui, pour moi, m'étonne toujours. J'ai toujours une surprise quand la personne vient me consulter la première fois. C'est cette question du psychopathologique. Je viens voir le psy parce que quelque chose ne va pas. J'ai déjà, plus j'avance en âge et plus j'ai de chance ou de malchance d'avoir eu un parcours déjà chez des psys. J'ai rencontré des psys quand j'étais enfant parce qu'on me disait que j'avais du mal à sociabiliser et puis que les copains, ça passait pas. J'ai rencontré des psys quand je suis rentrée en sixième parce que j'ai eu des difficultés scolaires qui sont apparues à ce niveau-là, mais on n'a pas trop compris ce qui se passait parce que on n'a pas dépisté de troubles 10 parce que comme je m'adaptais très bien, les troubles 10 ont été cachés. Ça, on en discutera aussi un petit peu. J'ai rencontré des psys parce que j'ai commencé à développer des difficultés à sortir, à aller vers les autres, à aller dans des endroits où il y avait beaucoup de monde. On me parle de phobie sociale, d'agoraphobie. Et puis souvent les gens arrivent avec un paquet de nœuds comme ça, en me disant voilà mon parcours psy, voilà les diagnostics qui ont été posés, voilà les médicaments que j'ai pris, j'ai été traitée pour une bipolarité, j'ai été traitée pour une dépression, j'ai été traitée parce qu'on pensait à un temps que j'étais schizophrène, donc j'ai pris des neuroleptiques et puis finalement j'ai arrêté les neuroleptiques et puis ça va bien. Ok, cool. Mais donc on arrive avec cette grosse question-là et je me pose toujours la question mais la question de la haute potentialité là-dedans, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on l'évoque, est-ce qu'il n'y aurait pas une incidence? Alors, je ne dis pas que le parcours psychiatrique, parce qu'on parle de psychiatrie sur ces diagnostics-là, n'avait pas lieu d'être posé et médiqué à un instant T, mais je me dis, et si on prend ça en considération, est-ce qu'on n'a pas des symptômes qui peuvent glisser d'un diagnostic à cette question de la haute potentialité? Je vois des gens qui acquiescent beaucoup et qui font des signes en disant « Ah, ça y est, on en parle ». C'est vrai qu'en général, on ne s'aventure pas trop sur ce terrain-là, psychologue, parce qu'on n'a pas envie de tout remettre en cause par rapport à cette question-là. Mais néanmoins, c'est une réalité. On a des symptômes qui peuvent être associés, qui peuvent être de l'ordre aussi du diagnostic, ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Donc, moi, je vous résume encore, je reprends, dans mon job, il y a aussi cette fonction de poser du diagnostic. De dire, OK, là, quelqu'un vient me voir avec ce paquet de nœuds, et mon job à moi, c'est de faire passer des tests psychométriques ou autres, psychopathologiques aussi, pour pouvoir faire un état des lieux un petit peu de ça. Alors, dans les symptômes associés, par exemple, la cyclothymie. La cyclothymie, qui est un des symptômes qu'on va beaucoup rapprocher de la bipolarité, des maladies maniaco-dépressives. La cyclothymie, chez quelqu'un de haut potentiel, on pourrait l'expliquer par l'hypersensibilité. On pourrait l'expliquer par ce raisonnement perceptif qui est très, très haut. J'absorbe les émotions des autres. La cyclothymie, c'est quoi? C'est un coup je suis up, un coup je suis down. Et puis on va osciller comme ça. Donc on pourrait expliquer cette cyclothymie-là comme ça. Le matin, je me lève, j'ai mon chat qui est super sympa. C'est pas vrai, mon chat est pervers, je vous expliquerai. J'ai mon chat qui est super sympa, je reçois un message de quelqu'un que j'aime bien qui me dit bonjour. Tiens, sympa, je vais passer une bonne journée, je vais avoir la banane, le temps d'arriver au boulot. Et puis en arrivant au boulot, je tombe sur le propriétaire des lieux, qui n'est pas toujours de bonne humeur, qui n'est pas toujours très attentif à ce qu'on raconte non plus. Et puis, il va me... Ça t'intéresse, Gilles, ce qu'on raconte? Je fais les deux. Ouais. Non, on a vu. Donc, vous voyez, ça, par exemple, ça pourrait me frustrer. Je lui parle, il n'entend pas. Je suis inexistante à ses yeux. Ça y est, au rage, au désespoir. Ça y est, c'est la pente déclinante de notre belle relation amicale qui avait pourtant bien commencé. Donc, ça va me miner et puis je vais absorber ces émotions-là. Et puis, cette belle humeur que j'avais au petit matin, elle va disparaître en cours de route. Donc, la cyclothymie, elle peut s'observer comme ça, de manière très changeante au cours de la journée. Parfois, elle peut durer pour des choses un petit peu plus
consistante, elle peut durer plusieurs jours. Je peux être de bonne humeur parce que, j'en sais rien, j'ai eu un super mail ce matin m'engageant dans un beau projet professionnel. Et pendant 2 jours, je vais être super haute par rapport à ça. Et puis, je vais me prendre, comme tout le monde, une mauvaise nouvelle 2 jours après, je vais être un peu plus down. Ok, c'est normal. Tout le monde est comme ça. Sauf que chez les hauts potentiels, le stimulus qui va déclencher la réponse émotionnelle vers le haut ou vers le bas, qui va déclencher cette réponse émotionnelle-là, va être moindre. C'est 3 fois rien. On le disait tout à l'heure, des personnes qui vont extrêmement bien s'adapter parce qu'elles ont un raisonnement perceptif très haut. Il va y avoir une situation, il y a un accident, là on sort, il y a un accident. C'est des personnes qui vont extrêmement bien raisonner par rapport à ce qu'il faut faire. Ils vont être extrêmement efficaces quand ils vont être dans l'urgence. Il y a quelque chose de presque reptilien au niveau de l'activité corticale, donc au niveau du système limbique des émotions, qui va permettre de pouvoir passer à l'action et pouvoir avoir une réponse extrêmement adéquate. Ces mêmes personnes, vous voyez une hirondelle morte sur le bord de la route un soir d'été, ils vont mettre 3 mois pour s'en remettre. Bon, l'hirondelle ou autre chose, mais ce qu'il y a, c'est ce décalage entre l'hyper-adaptabilité et la réponse émotionnelle qui parfois est complètement émoussée et qui part, on ne sait pas trop pourquoi. Il faut aussi savoir la considérer avec cette hypersensibilité. Et donc forcément, l'autre qui voit, l'autre avec un A majuscule, je dis souvent l'autre, mais c'est toujours avec un A majuscule parce que c'est un concept lacanien. Donc l'autre qui observe cet autre avec un A majuscule aussi, étranger à lui, parce que différent de lui, fonctionnant différemment, qui s'adapte très très bien et qui du jour au lendemain va s'écrouler parce qu'il y a eu cette hirondelle morte sur le bord de la route, et bien l'autre, avec son A majuscule, ne comprend pas ce qui se passe. Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est cette crise hystérique? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne n'est pas souffrante pour pouvoir réagir comme ça sur un stimuli aussi bas? Et donc, par rapport aux psychopathologies, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon, on est là jusqu'à 1h du matin. Mais à 1h du matin, il fera plus frais. C'est vous qui voyez. Mais au niveau psychopathologique, voilà, si on veut essayer de résumer un petit peu le tableau qu'on peut avoir. Quelqu'un qui vient me voir en me disant, moi je suis agoraphobe. Ok. Je fais passer les tests. Raisonnement perceptif très haut. 145 de raisonnement perceptif, un truc énorme. Je dis, ok, peut-être que vous êtes un petit peu trop sensible à votre environnement. Et peut-être que d'être dans des endroits comme ça, et je sais que c'est une plaie pour beaucoup d'entre vous là ce soir, d'être dans des endroits comme ça, confinés, avec une émulsion en termes de stimuli environnementaux, avec une espèce de densité de stimuli énorme à ce point-là. Bon, ça va, il n'y a que moi qui parle. Bon, je ne sais pas si ça va pour vous, mais pour moi, ça me va bien. Mais vous voyez, il y a cette question-là, c'est est-ce que je suis trop sensible et est-ce que je n'ai pas tendance à rentrer un petit peu dans ma bulle pour pouvoir me préserver de ces environnements-là qui ne me correspondent pas? Aller en discothèque, je sais, pour des surdoués, par exemple, c'est quelque chose qui est très difficile. Quand on est invité dans des endroits, dans des bars où on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde, c'est extrêmement difficile. Et donc, cette question de l'agoraphobie ou de la phobie sociale, est-ce qu'on ne peut pas la resituer là? Un premier point psychopathologique que je prends un petit peu au hasard. La question de la schizophrénie. J'ai des patients parfois qui viennent me voir et qui me disent « c'est terrible, j'ai dans ma tête une petite voix qui me dit ce que je dois penser ». Ok. Je vais vous envoyer voir un collègue psychiatre. Et le collègue psychiatre, quand il va recevoir cette personne, naturellement, j'entends des voix, j'ai des hallucinations auditives, c'est quand même ça que la personne est en train de me dire. 9 fois sur 10, il y a un diagnostic de schizophrénie qui va tomber, et à juste titre par rapport à ce qui est énoncé du patient. Mais on remet ça maintenant sur une grille de lecture, plutôt cognitive. On se dit, ok, le je pense trop. Est-ce que ça ne serait pas l'œuvre, par exemple, de quelqu'un qui aurait une pensée déstructurée? On pourrait penser, on appelle ça en psychanalyse, on appelle ça, tiens, peut-être une angoisse de morcellement. Angoisse de morcellement, c'est quand même le premier trait, un des premiers traits d'une décompensation psychotique. Je vais bien. Hein. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me consultent, rassurez-vous,
tout va bien, je me suis auto-fait passer des tests. Elle était d'accord avec moi, la dame en face de moi. Donc voilà par rapport à la question des psychopathologies. Donc on a la question de la cyclothymie, on a la question de la phobie qui est peut-être due à une hypersensibilité. On a cette question, alors au niveau psychotique, donc on a parlé d'hallucination auditive, on a parlé de morcellement avec cette pensée qui part un petit peu dans tous les sens. Donc on a, vous voyez comme ça, une symptomatologie qui pourrait questionner, qui pourrait être remise en avant. Un des diagnostics aussi qu'on va retrouver beaucoup, c'est la question de l'autisme. Et on me pose souvent la question du est-ce que je suis porteur d'un Asperger ou Asperger, selon l'endroit où on a étudié. Mais est-ce que je suis porteur de ça? Ok, l'Asperger, oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y en a une prévalence plus importante chez les hauts potentiels, ça c'est une évidence. Après, voilà, est-ce qu'on n'est pas juste sur un repli par rapport à cette question de je suis trop sensible pour aller dans mon environnement, je suis trop sensible aussi pour faire face au rejet que j'ai potentiellement toujours vécu depuis l'enfance et du coup je me suis repliée parce que m'ouvrir au monde a été jusque-là quelque chose d'extrêmement dangereux, donc je me replie par rapport à ça. Est-ce qu'on pose ou non un diagnostic d'Asperger dans ces situations-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va être du cas par cas. Ça va être du bilan. On fait des bilans psychométriques, psychopatho, on associe les deux et on voit ce qui se passe. Mais effectivement, c'est une question qui peut se poser. Donc voilà. Donc heureusement qu'on a des psychiatres extrêmement consciencieux qui sont, par exemple le docteur Ramos, là-bas, qui sont extrêmement vigilants par rapport à cette question-là. Mais jusque-là, la question de la haute potentialité, elle n'était pas tellement considérée ou pas suffisamment considérée pour pouvoir poser ces questions-là. Le décalage. Peut-être même qu'on aurait dû commencer par ça, mais comme j'ai super bien structuré ma conférence, je me dis qu'on va en parler maintenant, comme ça sera fait. Le sentiment de décalage. Est-ce que tu peux me remettre l'IRP et l'ICV, s'il te plaît ? Il y a plusieurs choses qui vont expliquer qu'on va se sentir décalé par rapport aux autres. La première chose, c'est l'indice de compréhension verbale. Nous sommes des êtres sociaux. Je vais vous faire un cours accéléré de psychosocial de base. Vous allez voir, c'est assez simple. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes faits pour communiquer. Nous sommes faits pour partager. Nous sommes les arrière petits-enfants de M. Sapiens. Et Monsieur Sapio, on va revenir aussi sur ce terme tout à l'heure pour parler notamment du couple et des relations conjugales. Par rapport à la... Tu sais que je suis hypersensible, hein. Pardon, je suis désolé. Tu sais que quand tu ris, j'absorbe, quoi. Ça suffit maintenant. Donc par rapport à l'ICV, ce qui se passe, c'est que comme on est des êtres sociaux, on a tous besoin, pour pouvoir communiquer, d'être sur le même canal que l'autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cibistes dans les années, pour ceux de ma génération qui ne sommes plus très jeunes. Il y avait des radios, il fallait trouver la bonne fréquence et le bon canal pour pouvoir communiquer. Et parfois les gens faisaient ça à des distances incroyables. D'ailleurs, ils pensaient être au bout de la terre, c'était juste le voisin qui était au bout de la rue. Mais l'idée, c'est d'être sur le bon canal et la bonne fréquence. Si on n'est pas sur le bon canal et sur la bonne fréquence, on ne peut pas communiquer. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que quand on a un ICV très très haut, donc du matériel à transmettre avec une capacité de verbalisation très forte, on va se situer à ce niveau-là, par exemple. Alors, c'est dur à admettre de dire on est à ce niveau-là et l'autre sera peut-être à ce niveau-là ou à ce niveau-là. C'est quelque chose qui socialement est dur à exprimer. Je n'arrive pas à communiquer avec toi parce que tu as un matériel intellectuel trop bas. Ça va rendre la vie dans le quartier un petit peu plus dure si je dis ça, par exemple, à mon voisin. Bon, alors je ne vais pas lui dire à mon voisin qu'il est là et que moi je suis là parce que socialement ça ne se fait pas, mais néanmoins pour moi c'est une réalité. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai du mal à communiquer. Je dois faire, et c'est ça qui est terrible, je dois faire un effort d'adaptation pour pouvoir me brancher sur le même canal de l'autre. Et l'effort d'adaptation par rapport à ce canal-là, c'est à moi de le faire.
L'autre, il ne peut pas. Il y a un plafond. Il n'a pas le matériel pour accéder à ça. Moi, je l'ai le matériel. Donc l'effort, c'est moi qui naturellement va le faire. On est adulte, on comprend tous ça. Donc on va faire cet effort d'adaptation. Et c'est pas grave si ça nous coûte. Allez, on prend sur nous et puis on y va. Mais pour les enfants, pour des enfants qui ont un ICV très très haut et que c'est leur habitude de fonctionnement, qui ont eu accès à la maison ou ailleurs à du matériel pour se nourrir, pour se construire par rapport à ce matériel-là, qui ont eu accès à des connaissances, ils n'ont qu'une envie, les enfants, parce qu'ils sont beaucoup plus naturels que nous dans la relation à l'autre, ils n'ont qu'une envie, c'est de partager ça. Attends, moi je sais des trucs, je vais te le dire, mais comment se fait-il que tu t'adresses comme ça à notre maîtresse? Ce n'est pas permis de s'adresser comme ça à notre maîtresse. Vous voyez, donc il y a une espèce d'empressement à être ce qu'ils sont naturellement, parce que c'est l'essence même de l'être humain, d'être ce qu'il est et de vouloir le partager à l'autre et de vouloir nourrir l'autre et de vouloir être avec l'autre. Donc les enfants savent le faire extrêmement naturellement. Et c'est quelque chose qu'on va apprendre à faire taire à nos enfants, ou alors que nous, parents, nous, système scolaire, nous, professionnels de soins qui travaillons avec ces enfants, on évite au maximum, mais on fait des impairs par rapport à ça. D'autant plus que les enfants étant, comme nous, extrêmement sensibles, ils vont très vite capter comment ils vont devoir s'adapter à leur environnement pour pouvoir fonctionner avec leurs petits camarades. Les enfants sont difficiles entre eux. On parlait de psychosocial de base. On revient à un deuxième concept de psychosocial de base. Vous avez tous entendu, qui se ressemble, s'assemble. Sauf que quand on ne ressemble pas aux autres, on passe son temps à essayer de se confondre dans ce paysage-là pour pouvoir exister. Et on passe son temps, parce que les enfants sont très durs par rapport à ces questions-là et ne se font pas de cadeaux, on passe son temps à se faire exclure du groupe parce qu'on est dans un troupeau d'équidés pareillé, l'élément qui va porter un pyjama à rayures et qui risque, parce qu'il porte un pyjama à rayures, à se faire balancer en dehors du groupe. Je suis dans un troupeau de moutons blancs, il y a un mouton noir. Le troupeau de moutons blancs ne va pas comprendre comment intégrer cette différence. Parce que l'être humain est fait comme ça aussi et qu'il n'aime pas faire avec la différence parce que c'est quelque chose de plus difficile à gérer, il va exclure la personne qui va être différente. Et cette blessure-là de rejet, elle va pouvoir perdurer toute la vie. Donc, maintenant, je vais passer sur autre chose. Je remets mon truc parce que je vais me perdre encore. Maintenant, je vais passer sur autre chose et je vais essayer d'aborder avec vous une question, un point de psychanalyse qui me semble important chez la personne surdouée. Et je vais vous parler de blessures qui sont ancestrales, qui sont primitives, qui sont inscrites en nous et qui vont, chez les enfants au potentiel, se développer beaucoup plus que chez les autres personnes et qui vont créer comme ça ce qu'on appelle des angoisses archaïques. Ça va être des angoisses sous-jacentes qui vont se revivre à l'âge adulte de manière émotionnelle, beaucoup plus forte que chez les autres adultes. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ces 5 angoisses-là, ce sont les angoisses. Alors, ça va vous parler parce qu'on va beaucoup parler de sentiments d'injustice, de rapport à l'autorité et de relations interpersonnelles après tout ça. Ces 5 angoisses-là, ce sont 1, l'angoisse de rejet. Le rejet, c'est la première angoisse qu'on vit avec le traumatisme de la naissance. Je suis rejetée du corps de ma mère. Premier traumatisme, on la vit tous. Elle va se rejouer quand on est petit enfant, qu'on est différent à l'école, quand on est rejeté du groupe parce qu'on est trop bizarre. Il n'y a pas d'explication à cette différence, il n'y a pas d'explication à ce rejet-là, c'est juste t'es bizarre. Alors, ça va prendre d'autres formes. Hein. T'es bizarre, c'est t'es trop grand, t'es trop gros, tu pues, t'es trop intello, voilà. On va en avoir tout un panel comme ça, mais c'est l'angoisse de rejet. Deuxième angoisse qui va venir se rejouer comme ça de manière, donc qui est une angoisse archaïque, encore une fois, qui va être latente et qui va se rejouer à différents moments, c'est l'angoisse d'abandon. Tu es avec moi, a priori ça se passe bien, et puis un coup tu pars et tu n'es plus avec moi. Donc ça, on va le vivre aussi dans la cour de récré, un petit copain qui joue avec soi, et puis d'un coup le groupe le happe en disant « mais non, je ne joue pas avec lui, il est trop bizarre ». Donc ça, c'est l'angoisse d'abandon. L'angoisse de trahison. Faire confiance à quelqu'un et se sentir trahi.
surtout quand la trahison vient de la figure d'autorité. Et ça aussi, c'est une angoisse qu'on va tous vivre. À un moment, nos parents nous ont tous promis d'étaler tous nos jouets dans la pelouse, et on les a attendus avec tous nos jouets dans la pelouse, mais ils n'avaient pas le temps, ils travaillaient. Donc ça peut faire venir naître, bon, l'exemple est un peu caricatural, mais ça peut être d'autres choses qui viennent se poser par rapport à ça. Donc l'angoisse de trahison, j'essaye de ne pas en oublier une, parce que là j'aurais l'air quand même un petit peu ridicule à tout coup. L'angoisse d'injustice. Je vis une situation qui n'est pas juste, ou je suis témoin d'une situation qui n'est pas juste. Et la dernière angoisse, c'est l'angoisse d'humiliation. Alors, on reprend ces angoisses-là qui sont valables pour tout le monde, on reprend cette notion d'hypersensibilité et on reprend les interprétations qu'on peut faire de certaines situations par rapport à cette question de l'hypersensibilité, qui est souvent rapportée d'ailleurs par les parents, et c'est assez significatif, comme une question de susceptibilité. Je vous l'amène, on ne peut rien lui dire, qu'est-ce qu'il est susceptible ? Devant l'enfant, en termes de message bien ancré, après c'est un peu plus dur à déconstruire. Donc il y a cette question de cette susceptibilité qui est en fait une question, encore une fois, d'hypersensibilité et qui vont venir nourrir plus que chez quelqu'un d'autre ces angoisses-là. On l'a souvent lu dans les bouquins de personnes que je ne peux pas citer ce soir. On a souvent lu dans ces bouquins-là cette question de « Ah bah oui, il ne supporte pas l'injustice. Ah bah oui, il ne supporte pas quand l'autorité est défaillante. » Bah oui, il ne supporte pas parce que ça nourrit ces angoisses-là et qu'il y est beaucoup plus sensible que les autres. Et c'est parce que justement ces enfants-là ils sont beaucoup plus sensibles que les autres qu'il faudrait prendre soin à leur envoyer des messages qui ne soient pas ni ambivalents ou ni renforçants par rapport à ces messages-là. Donc voilà, par rapport aux angoisses. Donc nous autres adultes, nous ne sommes plus des enfants, nos angoisses, on arrive a priori bien à les gérer, mais néanmoins, c'est vrai que c'est souvent rapporté en cabinet de psy et c'est souvent vécu aussi quand on est psy aussi, comme quoi on n'y échappe pas même quand on a les outils. Mais c'est vrai que ces angoisses-là se revivent de manière extrêmement majorée. Ça se traduit par des comportements dans la relation à l'autre, parce que pour les 5 angoisses, abandon, rejet, injustice, trahison et puis humiliation, l'autre, avec ce A majuscule, est souvent 99,9% des cas est souvent impliqué, et donc c'est un élément, on parlait de décalage tout à l'heure, mais c'est un élément qui va rendre la relation à l'autre encore plus compliquée, parce que l'autre est susceptible à tout moment, dans son fonctionnement qui est aussi différent de celui du CGHP, est susceptible de venir réveiller ses angoisses archaïques de manière beaucoup plus forte. Ok, je regarde un peu où j'en suis parce que je dois être sur la map à peu près par là et j'essaye juste de me repérer 2 secondes. Donc, boire un coup d'eau aussi, ça me donnait... Vous pouvez faire pareil, vous pouvez boire un coup d'eau aussi. Je vais revenir un petit peu aux fondamentaux et je vais revenir sur quelques idées reçues par rapport à la surdouance. Être surdoué, c'est quoi? C'est être un génie, avoir un don dans quelque chose. Quand on pose un diagnostic chez un enfant, les parents maintenant sont un peu mieux avertis, mais encore très récemment, j'avais 9 fois sur 10 le « waouh, mais il va pouvoir tout réussir ». On tient ce message-là devant l'enfant, donc c'est un message qui va finir par s'ancrer, qui va finir par exister et auquel l'enfant va essayer de donner de la consistance. Si je suis si brillant que ça, je me dois de réussir. En plus, c'est un truc qui potentiellement m'a été transmis par mes parents. Et on ne sait pas la part génétique de la part environnementale, mais ça vient de là quand même un petit peu quelque part. Donc je leur dois quelque chose par rapport à ça. Et donc il y a une pression par rapport à la réussite qu'on va retrouver chez les enfants, mais qu'on va aussi retrouver beaucoup à l'âge adulte. Problématique existante chez les petits, problématique existante bien souvent de manière beaucoup plus exponentielle à l'âge adulte. Donc la réussite, c'est quelque chose qui est souvent questionné. Si j'ai ça, je dois réussir. Si j'apprends à 30 ans que je suis haut potentiel et je regarde ce que j'ai fait de ma vie, ben, j'ai un sentiment d'un gros gâchis. Ben, j'ai rien fait de ma vie finalement, j'aurais pu. Si j'avais été mieux accompagnée, j'ai su
J'ai été dépistée quand j'étais jeune, mais mes parents ne m'ont jamais aidée, ne m'ont jamais soutenue. Si j'avais été accompagnée, qu'est-ce que j'aurais pu devenir? Aux séries, dans les clichés aussi qu'on peut retrouver par rapport à cette question de la surdouance, c'est ok, la surdouance, c'est un effet à la mode et c'est un truc qui n'existe pas. Ça, je l'entends de plus en plus. Je l'entends de plus en plus parce que peut-être de plus en plus, on se pose la question et que de plus en plus, j'ai des gens qui viennent et qui osent venir dans mon cabinet pour se dire est-ce que je ne suis pas un petit peu différent des autres? Alors, la question qui n'est jamais posée et qui pourtant me paraît très légitime, c'est est-ce que je ne suis pas un peu plus intelligent que les autres? Vous voyez, il y a une espèce de position humble par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est semi-assumé, mais qui ne l'est pas encore complètement. Donc, dans les clichés du surdoué, il y a aussi ça, c'est que sont ces gens qui se prennent pour des gens beaucoup plus intelligents que la normale? Qui sont-ils? Je vois qu'il y a des gens qui viennent de l'association Mensa, là, ce soir. Je ne veux pas non plus les citer ni les pointer du regard, donc je vais aller tout le monde. Ça, je trouble les pistes. Voilà, Mensa, il y a encore 10 ou 40. Mensa, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, une association de surdoués au niveau international. Il y a encore 10-15 ans en arrière, quand on parlait de Mensa, les gens disaient oui, mais ils se prennent pour, ouvrez les guillemets, les 2%, comme s'il y avait quelque chose d'élitiste un petit peu derrière ça. Mensa, aujourd'hui, c'est un groupe social. C'est un endroit où on peut se rencontrer entre gens fonctionnant comme nous et sur lesquels on peut avoir des échanges parce que les échanges sont facilités, on n'a pas de masque à porter et puis c'est facile d'être entre hauts potentiels. Donc voilà, ça aussi c'est une implication. La relation sociale. Comment établir de bonnes relations sociales? Comment bien fonctionner quand on est différent des autres? Il y a ces associations-là qui permettent ça. Ce sont des soupapes. Alors, il y a une auteure que j'ai le droit de citer, qui s'appelle Monique de Kermadec, qui a écrit un bouquin qui est excellent, qui s'appelle L'adulte surdoué. Et dans son bouquin, elle en fait un peu état de ça. Elle dit, voilà, je suis différent. On m'a toujours envoyé cette différence comme étant quelque chose de potentiellement négatif. Mais cette différence-là fait que ça rend la relation complexe à l'autre. Alors, il y a deux choses par rapport à ça. Soit je vais vers ces groupes-là et je m'enferme un petit peu socialement dans ce fonctionnement-là et je ne fréquente plus que des gens comme ça et c'est super confortable. Mais en termes d'adaptation à la société, je risque de passer un petit peu quand même à côté de quelque chose. Soit je réfute complètement le truc et je me dis non, moi je veux absolument fonctionner comme la majorité des personnes fonctionnent et je vais essayer de rentrer dans cette case-là à tout prix pour pouvoir fonctionner. Ça veut dire que oui, ça peut marcher, mais je dois faire abstraction d'une partie de ce que je suis et de la manière dont je fonctionne. C'est-à-dire que je dois rappeler le nivellement là tout à l'heure. Je dois continuellement être dans ce nivellement-là. Soit, troisième solution, je suis dans l'entre-deux. Je m'accorde des moments où je fonctionne avec ces personnes-là. Je m'accorde des moments où je fonctionne dans la société et je me sers un petit peu de ces environnements-là comme des soupapes pour pouvoir respirer et pour pouvoir être moi-même. Donc, la plus grosse, je vais peut-être finir un petit peu avec ça, et puis entendre si après vous avez des questions. La plus grosse implication, quand on se découvre au potentiel, c'est cette question de la construction du faux self. Le faux self est à différencier du masque social. Je porte un masque social quand je vais aller demain à un vernissage d'œuvres hyper modernes, abstraites, à laquelle j'ai absolument rien envie de comprendre, mais je suis forcée d'y aller parce que socialement, là, ça va être super bon pour ma carrière. Ah, quelle horreur! Donc j'y vais, mais je vais porter un masque, comme si je portais un loup. C'est ok, c'est génial ce que je suis en train de voir, vraiment. Et puis je vais utiliser un petit peu, parce que j'aime bien gruger aussi un peu, je vais utiliser un petit peu mes compétences en psychanalyse pour dire oui, je trouve que là, la projection émotionnelle est quand même extrêmement intense. On relève un petit peu de cette angoisse de morcellement et